d'en haut, comme un oiseau. À la fin du 19e siècle, ce rêve est devenu réalité avec un cerf-volant et une chambre photographique. C'est une espèce de communion avec le ciel, on tient un bout de fil, mais le reste, on ne tient rien du tout. Il y a une espèce de poésie et de liberté. Comment des inventeurs fous, de Berck à La Bruguière, en passant par Reims, s'y sont-ils pris? Quelles difficultés ont-ils dû surmonter? Pourquoi leur invention est-elle aussi spectaculaire? L'aérophotographie est une invention majeure à cette époque-là. Depuis, les photos aériennes sont partout. Elles sont désormais simples à réaliser et semblent presque évidentes. Le monde entier a oublié d'où vient cette révolution qui a changé la géographie, le renseignement militaire, la cartographie. On se dit que quand même, aujourd'hui, ce qui ressemble furieusement à un cerf-volant équipé d'un œil, c'est un drone. Aujourd'hui encore, quelques passionnés perpétuent la tradition de l'aérophotographie par cerf-volant, en hommage aux pionniers. Parmi eux, Alban et David qui ont décidé de relever un défi fou. Réussir en 2025 une photo dans les conditions de la fin du 19e siècle. Pour le plaisir et la beauté du geste. Ils ne sont pas normaux, les gens qui font ça. Il y a énormément de poésie dans la photo aérienne, surtout par cerf-volant. Voici le village où tout a commencé. La Bruguière, dans le Tarn, à 85 km de Toulouse. Il y a 40 ans, Serge Nègre, un habitant passionné d'histoire, retrouve dans le grenier d'un château du village des boîtes remplies de plaques photographiques en verre. Des dizaines de clichés pris par un certain Arthur Battu à la fin du 19e siècle. Même Marie-Georges Lamarck, une descendante de la famille, ignorait leur existence. La découverte de ces plaques photographiques, ça a été assez extraordinaire. Le grenier est en grand désordre, mais toutes ces plaques dans des boîtes fermées, ça a été une découverte majeure, vraiment très très intéressante. On y a passé des heures et des heures et des heures. C'était la caverne d'Ali Baba, quoi. Mais le cerf-volant n'est pas là, et on le retrouve chez un cousin de Marie-Georges, qui est tout près d'ici, en fait, c'est à Castres. Et dès qu'on rentre dans le grenier, on voit au mur le cerf-volant. Le cerf-volant qui a servi à faire les premières photos par cerf-volant. Et donc, elle nous dit, mais si vous faites un musée à la Bruguière ou autre, moi je vous donne tout, y compris les plaques de verre qui sont encore là. Et le cerf-volant trône aujourd'hui au plafond du musée. Très vite, Serge Nègre et Marie-Georges Lamarck se rendent compte qu'ils vont remonter le fil de l'histoire de l'aérophotographie par cerf-volant. Arthur Battu, qui a 34 ans en 1880, est un photographe amateur et passionné. Il gère un grand domaine agricole qui produit du foin pour tout le midi de la France. C'est une figure de son village. Il habitait un peu à l'écart de la ville, sa propriété est un petit peu à l'écart. Et en occitan, il l'appelait « l'ufat den lauro », c'est-à-dire le fou dans l'or, l'or étant la propriété. Arthur Battu habitait ce château dans l'or qui appartenait à sa famille depuis près de 500 ans.
Il était très cultivé. Ce n'était pas un mondain. C'était quelqu'un de très sociable, quelqu'un de très ouvert, curieux de tout. Il savait aussi aménager beaucoup de choses. Son exploitation, par exemple, il avait mis un système d'irrigation pour éviter les périodes de sécheresse, pour avoir toujours du bon foin. Enfin, il était intéressé par tout l'environnement et puis par tous les progrès scientifiques qu'il y avait à cette époque-là, les découvertes, etc. Il était abonné à un journal très intéressant qui s'appelle La Nature. Et à chaque fois qu'il y avait un article sur quelque chose de nouveau, il l'entourait et il creusait la question. Et en particulier, c'est ça qui l'a amené à creuser la question de la photographie. Arthur Batut a beaucoup de temps et d'argent à consacrer à cette passion. Il photographie les employés de son domaine, son village, l'agriculture de l'époque, sa famille. La photographie est une invention récente qui a moins de 50 ans, mais lui veut faire partie des pionniers. Très bien, on ne bouge plus. Merci. Un, deux, trois. Merci beaucoup. Il avait cette chance de savoir s'exprimer, écrire, demander, étudier. Et donc, il correspondait avec les frères Lumière, par exemple. Il correspondait à tous les grands noms de la photographie à cette époque-là, avec lesquels il faisait des propositions, il soumettait des idées. Il avait envie de participer à la vie scientifique de son époque. À la fin du 19e siècle, chaque cliché est presque un petit exploit. La photographie reste compliquée, coûteuse, rudimentaire. On utilise une simple boîte en bois vide et étanche, munie d'une optique et d'un bouchon qui peut laisser passer la lumière rapidement. Cela permet de figer à l'arrière une image en négatif sur une plaque de verre photosensible recouverte d'argent. Il faut ensuite la révéler. Tout le monde connaît l'effet de la lumière sur l'argent sans avoir jamais fait de photographie. Les petites cuillères en argent, même dans un tiroir, au bout de 6 mois, il faut les nettoyer, sinon elles ont perdu leur aspect argenté et elles sont devenues toutes grises. Alors, dans les années 1880, il y a très très peu de personnes qui sont qualifiées pour opérer photographiquement avec des conditions lumineuses qui doivent être précises, avec des conditions chimiques qui doivent être précises. Il faut savoir manipuler sa chambre photographique. Il faut quand même avoir une bonne maîtrise de la lumière au moment de l'exposition pour ne pas gâcher sa plaque, c'est-à-dire pas être en surexposition trop blanc ou en sous-exposition trop sombre. Et tout ça, c'était des équipements qui étaient relativement lourds, onéreux. Il fallait avoir beaucoup de temps. Prendre une photographie, ça pouvait prendre une après-midi. La photographie évolue très vite. L'histoire est en marche. Arthur Batut va y apporter sa contribution. La photographie à cette époque, faut imaginer un immense concours Lépine de la photographie. C'est-à-dire, dès qu'on a une idée, on essaye de la mettre en œuvre. Rien n'a été inventé. En 1886, Arthur Batut fixe son regard sur un papillon qui survole des herbes et des fleurs. Le temps s'arrête. Il est fasciné et intrigué. Et si les hommes voyaient le monde d'en haut comme ce papillon ? L'idée de voir d'en haut lui est venue en disant mais si on installe une chambre noire sur un cerf-volant, en imaginant un système de commande à distance, puisqu'on ne sait pas faire ça, on devrait avoir une vue du ciel qui donne une autre information que ce que nous on voit, et voir un petit peu comme les oiseaux, et donc donner vraiment une nouvelle information que personne n'a jamais vue. C'est une utopie photographique exemplaire, hein, parce que d'abord c'est le point de vue de l'oiseau, voir comme un oiseau, qui est quand même un fantasme, j'imagine, qui remonte à la plus haute antiquité, voire à la préhistoire. Arthur Batut, il est dans cette idée de voir d'en haut. En fait,
l'idée n'est pas complètement inédite. Dans les années 1860, soit 30 ans auparavant, le Français Nadar a pris des photos du sol vues du ciel. Il utilise pour cela des ballons dirigeables, invention très récente. Batu n'invente pas la photographie aérienne puisque Nadar fait des photographies en ballon, mais ce ne sont pas des photographies automatiques puisqu'il faut être dans le ballon, amener son appareil avec soi et photographier ce qui est au-dessous. Le problème des ballons, c'est que on voit que de façon très globale, à très grande échelle, sur des photos de très haute altitude. La vue aérienne remonte plus à l'expérience de Batu qu'à celle de Nadar. Nadar étant bien sûr extrêmement célèbre, on le cite toujours, mais chez Nadar, c'est vraiment l'exploit. C'est un fou de l'aérostation, et ce qui compte pour lui, c'est d'être en haut. Et finalement, ces photographies vont être plus le témoignage qu'il est monté qu'un intérêt pour montrer une vue d'en haut. Arthur Batu est persuadé d'avoir eu une idée géniale. Il se met au travail. Il construit lui-même un grand cerf-volant du modèle Esterlin, populaire à l'époque. L'armature est en bois de liège et la structure est en papier craft, choisi pour sa légèreté. Le cerf-volant mesure 2,50 m de haut pour 1,75 m de large. C'est la première étape de l'invention de Batu, sans doute la plus simple. Pour notre inventeur, ce n'est en fait que le début des problèmes. Le cerf-volant est fragile et il casse régulièrement. Il faut parfois tout recommencer à zéro, réparer et trouver des solutions pour la chambre photographique. Arthur Batu est persuadé que son système peut fonctionner. Il tient à être le premier à réussir une photo aérienne automatique. Arthur Batu, quand il a essayé son premier cerf-volant, il a vu comment ça tirait. Il a dû probablement voir ce qu'il pouvait soulever avec. Il s'est aperçu que c'était impossible de soulever toute la gamme d'appareils, parce qu'il avait plusieurs appareils. Il était loin du compte. Donc, impossible d'utiliser un appareil de prise de vue du commerce, qui est très lourd, très encombrant. Pour obtenir un appareil photo léger, il a fabriqué l'appareil, il a reconstitué une boîte noire. Il a installé un objectif qui, à l'époque, était considéré comme grand angle. Et à l'extérieur, ce qu'on voit, c'est un obturateur à guillotine, une planchette qui circule devant l'objectif qui est à l'intérieur. Et à l'arrière, une fente qui permet d'introduire une plaque photographique vierge, bien entendu. Voici l'appareil final imaginé et construit par Batu. Une boîte en bois, une petite optique et une planchette trouée à l'avant. Simple, mais parfaitement adapté et léger pour être supporté par son cerf-volant. Il le fixe directement au cerf-volant à l'aide d'une équerre. Le tout pèse un peu moins de 3 kg. Reste à trouver un moyen de déclencher l'obturateur à distance. Comment prendre une photo quand le cerf-volant muni d'une chambre photographique est en l'air? Son grand souci, c'est le déclenchement. C'est-à-dire qu'une fois que la machine est lancée, comment on fait clic-clac, rappelons que dans les années 1880, l'obturateur mécanique, tel qu'on l'imagine aujourd'hui, commandé par une cellule électrique, n'existe pas. Donc il faut que ce soit une manipulation pour ouvrir et fermer l'obturateur, pour faire le clic-clac. L'idée géniale, c'était la mèche d'Amadou qui se consumait lentement, le temps que ça monte, et puis qui débloquait la planchette. La mèche d'Amadou est une corde enduite d'un produit inflammable. Elle met quelques minutes à se consumer. À la fin, un mécanisme d'obturation se déclenche. La lumière passe dans la lentille et on obtient une photo figée sur la plaque de verre.
Tout est prêt. De la théorie à la pratique, le bricolage d'Arthur Battu, après des semaines de travail, va bientôt faire sa première sortie. On a quelque chose qui est de l'ordre un petit peu d'une sorte de bric-à-brac, hein, mais comme souvent avec les inventeurs, il y a tout pour que ça ne marche pas. C'est le grand jour pour Arthur Battu. En 1887, il tente pour la première fois de prendre une photographie vue du ciel. Tout se déroule à proximité de son château. Il fait les derniers réglages et attend que les conditions soient bonnes. C'est un travail de patience. Donc on prenait une photo, on ramenait l'appareil photo, puisqu'il fallait changer les plaques de verre, les réenduire à chaque fois, c'était toujours très très long. La première photo qu'il a faite, il avait une image, mais une image très peu contrastée, avec des ombres. Lui savait ce qu'il avait pris, mais on ne pouvait pas deviner ce qu'il y a sur la photo. La photo est beaucoup trop floue. Mais c'était tout de même la première image prise à partir d'un cerf-volant sur laquelle on pouvait quand même distinguer ce qui était. Au fil du temps, il comprend que sa photo est floue parce que le cerf-volant bouge beaucoup et le temps de pause est trop long. Il faut trouver des élastiques plus durs, plus nerveux, pour que l'obturateur soit plus rapide et que la lumière passe très peu. Il a fait des essais pendant des semaines pour trouver la bonne vitesse d'obturation. Il photographie un robinet chez lui qui coule goutte à goutte. Arthur Battu prend donc des photos de son robinet. Si l'eau forme un filet, l'élastique qui déclenche l'obturation est trop mou. Si la goutte d'eau est nette, c'est parfait. Donc il trie ainsi ces élastiques, entre parenthèses, nerveux, c'est-à-dire qu'ils vont lui donner une vitesse d'obturation plus rapide, sans en connaître la vitesse, mais il sait quel est l'élastique qui va lui donner une obturation rapide. Parce qu'évidemment, si c'est pas assez rapide, il a des images qui sont floues. Le cerf-volant a bougé avec le vent, il a des images floues. C'est complètement empirique comme système. C'est seulement un an plus tard qu'Arthur Battu va réussir sa première photo vue du ciel. C'est un cliché de son château dans l'Or. Il est net, contrasté. Il est surtout historique. C'est la première photo aérienne automatique. Il découvre un lieu qu'il connaît très bien, mais d'un point de vue complètement inhabituel. C'est une photographie en plan, puis de dessus à une centaine de mètres de haut. Et c'est vraiment la première image réussie. Celle de la maison, je la trouve extraordinaire, où on voit exactement les bâtiments de ferme, la partie résidence, etc. C'est une très belle photo. Arthur Battu est enthousiaste. Il réussit dans la foulée d'autres photos, toujours près de chez lui. Je crois que ça devait être très étrange. Vous savez, quand on n'a pas l'habitude d'un type d'image, on ne sait pas la regarder. Il va falloir apprendre à regarder une photographie qui écrase les volumes, et je pense qu'il y a un effet qui est que finalement tout ça est réel mais très mystérieux. Finalement, comment on regarde ces vues d'en haut, qu'est-ce qu'on voit? On ne peut pas s'empêcher de penser que les premiers regardeurs de ces photographies-là ont enfin perçu ce que pouvait voir un oiseau. Donc ça aussi, c'est d'une poésie incroyable. Il y a la dimension technologique, mais il y a la dimension poétique. L'aérophotographie par cerf-volant
est né. Arthur Battu est bien l'inventeur de cette petite révolution. Il veut le faire savoir, partager sa découverte. Il envoie sa photo et tout son équipement à la revue scientifique La Nature et s'attelle à l'écriture d'un livre. En 1890, il édite le livret où il explique comment faire. À cette époque-là, la photographie qui avait été découverte par Nix avait été donnée au monde entier, rachetée par le gouvernement français pour que tout le monde entier en profite. Arthur Battu reste dans cette lignée-là. Il a déterminé comment faire, il explique à tout le monde comment faire pour que tout le monde puisse le faire. Donc c'est un bienfait, entre guillemets, pour l'humanité. Il a trouvé ça tout à fait normal de le publier et de le faire savoir. Mais ça, c'est assez typique des inventeurs du 19e siècle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nécessairement des inventeurs entrepreneurs. Ce qui est bien, c'est qu'il fait partie d'une génération où on consigne, on écrit et on transmet. Donc voilà, il y a un livre, il y a un manuel, il y a des traces. Et on est dans la culture de des sociétés savantes du 19e siècle. La suite de l'histoire se passe à Berck, dans le nord de la France. Un autre pionnier inventeur va donner un deuxième souffle à la création de Battu. Il s'appelle Emil Wenz. C'est un marchand de tissus, héritier d'une famille aisée de la région de Reims. Il est passionné de photographie, de science et de voyage. Emil Wenz a décidé de partir faire un tour du monde pendant 1 an. Il envoyait régulièrement des photographies à sa famille, donc un passionné de photos. À son retour en France, il prend connaissance de l'invention d'Arthur Battu grâce à son livre. L'invention le passionne immédiatement. Il rêve de refaire le tour du monde et de prendre des photos de tous les pays vus du ciel. Mais avant cela, Wenz est bien décidé à améliorer l'invention. Il veut rendre le système plus performant, plus simple et plus transportable. Première innovation, lui c'est un marchand de tissus. Le cerf-volant d'Arthur Battu était en papier, il ne va pas refaire un cerf-volant en papier. Il fait un cerf-volant avec du tissu. Il a les moyens pour faire ça. Wenz passe du temps sur chaque problématique. Le bois de l'armature est désormais du bambou. Le tissu remplace le papier. La chambre photographique est désolidarisée du cerf-volant pour plus de stabilité. Plus tard, il invente même un système de suspension, un mécanisme qui en fait l'ancêtre du drone moderne. Emil Wenz est impatient de présenter ses innovations à Arthur Battu. Dès 1891, il traverse la France pour se rendre à La Bruguière, au château dans l'Or. On ne sait pas combien de fois ils se sont vus, s'ils se sont vus souvent ou pas, mais c'est évident qu'ils se sont rencontrés. Émile Wenz, qui était de Reims, sa famille avait une industrie lainière à Mazamet, qui est à 10 minutes en train d'ici. Et donc, il ne peut pas être passé jusqu'à Mazamet en train sans passer par La Bruyère, puisque La Bruyère est la dernière ville où le train s'arrête avant d'arriver à Mazamet. Wenz est encore plus enthousiaste que Battu. À force d'expérience et de bonnes idées, les deux inventeurs améliorent rapidement le système, notamment concernant l'inclinaison de l'appareil lorsque le cerf-volant est en vol. Ça fait partie donc des gens passionnés comme lui par la photo aérienne et donc avec qui il avait plaisir à partager ses expériences.
Donc on voit quelqu'un qui reprend l'invention d'Arthur Battu, elle fait exactement ce que disait Arthur Battu, on peut évoluer, il faut trouver les moyens, et Emil Vance, de ce côté-là, a fait faire des avancées spectaculaires à la photographie aérienne par cerf-volant à cette époque-là. L'invention de Battu devient plus accessible, plus fiable, plus efficace. Emil Vance, qui possède une maison de famille à Berck, fait de cette immense plage son terrain de jeu et d'expérimentation. Au même moment, la photographie continue ses énormes progrès. Vance réussit plus facilement et plus rapidement de nombreux clichés et commence à populariser la pratique au début du XXe siècle. Il est rejoint par d'autres passionnés. Emil Vance n'hésite pas à se déplacer et pour avoir des bons vents, il habitait dans la région de Reims où les vents n'étaient pas terribles, il va régulièrement sur les bords de la Manche, au Touquet, à Berck, et là, il va prendre les plages du nord de la France. La plage de Berck devient à cette époque la plus photographiée du monde. De nombreuses cartes postales sont éditées. À l'heure du bilan, Emil Vance et Arthur Battu éprouvent de la fierté. Ils sont bien les premiers devant tout le monde. Les Américains, que l'on est toujours tenté de mettre en avant, s'intéressent aussi à la question de la photographie au moyen de cerfs-volants. Mais Monsieur Battu et moi l'avons fait avant eux, et nous pouvons même dire mieux qu'eux. Aux États-Unis, plusieurs inventeurs s'intéressent à l'aérophotographie. En 1895, William Eddy est le premier Américain à réussir des photos vues du ciel avec un cerf-volant. D'autres pionniers suivent le mouvement. En Russie, un photographe parvient à faire voler 5 appareils photo en même temps. Mais au-delà des exploits techniques, l'invention doit maintenant prendre son envol. C'est le temps des applications. Chapitre 6 du livre d'Arthur Battu. Utilité des vues aériennes. La photographie aérienne est-elle une simple curiosité ou peut-elle réellement rendre des services? Aujourd'hui, le doute n'est plus permis. Le temps d'Arthur Battu ou de Vance est passé. Hein. C'est ceux qui expérimentent, qui trouvent des solutions. Là, après, on va pouvoir avoir des appareils, des outils qui permettent d'avoir des résultats. Le débouché, on pourrait dire, de son invention, c'est la photogrammétrie. Et ça va être, pour tout le XXe siècle, ensuite, la photographie aérienne permettant la cartographie. Les premiers à voir l'intérêt de la photographie aérienne par cerf-volant sont des militaires. En France, le colonel Loseda, ingénieur polytechnicien, fait développer des cerfs-volants pour la cartographie. Le cerf-volant en temps de guerre, il est intéressant pour avoir des relevés sur les positions ennemies, mais d'abord d'avoir des relevés topographiques qui permettent de connaître le relief et donc de disposer des éléments d'artillerie. Loseda, c'était le spécialiste des calculs, puisqu'il fallait mesurer sur les photographies un certain nombre de distances, retrouver les perspectives. Très peu de régions étaient couvertes par des topographies précises. Donc on a du mal à imaginer aujourd'hui, c'est une histoire qui est peu connue, le système du GPS vient de Loseda. Pendant la Première Guerre mondiale, la France et les États-Unis vont aller jusqu'à monter des trains de cerfs-volants qui permettent de faire voler des photographes militaires. Donc là, c'est la photographie aérienne qui n'est pas déclenchée à distance. C'est l'opérateur qui est dans une nacelle, comme dans les ballons, mais avec une nacelle montée par un train de cerf-volant. Le fait d'avoir quelqu'un qui est dans la nacelle,
Il sait où orienter l'appareil photo, il prend les meilleurs cadrages possibles. Mais au même moment, l'avion, qui a fait son apparition au début du XXe siècle, révolutionne la guerre. Très vite, il devient un moyen simple et efficace de prendre des clichés, partout, à tout moment. La photographie aérienne n'a plus besoin de cerf-volant. À partir du moment où on a commencé à voir un avion avec le pilote qui pouvait sortir l'appareil, déclencher en même temps qu'il pilotait et ramener des choses, ça paraissait plus rapide que de lancer un train de cerf-volant qui prenait du temps. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on a commencé à voir 2 personnes à bord des avions, finalement, les cerfs-volants n'avaient plus d'intérêt. Donc l'armée, en fait, a très peu utilisé pendant la guerre parce que ça venait de sortir et c'était pas encore vraiment prêt et ça demandait des opérations spéciales. Et l'évolution a fait que tout de suite l'armée a préféré les avions. Oui, l'avion, il apporte la distance, il n'y a pas de fil, et puis la vitesse, et puis on est dans une autre échelle de production d'image. On est passé du temps de l'inventeur où on est dans un génie du bricolage à une ère de l'industrialisation de l'image aérienne. Donc ça tombe dans l'oubli complet et ça redevient un jouet d'enfant. Arthur Batut n'aura finalement pris que quelques dizaines de photos aériennes de son village. Inventeur génial, il ne sera que peu reconnu de son vivant. Il meurt en 1918. Je pense qu'il devrait être plus célébré parce qu'on a justement dans notre culture du drone aujourd'hui vraiment un arrière-grand-père qui est tout à fait intéressant à interroger. Emil Vence a été fait chevalier de la Légion d'honneur en 1927 en reconnaissance de ses travaux sur l'aérophotographie. Mais trop occupé par l'entreprise familiale, il ne fera jamais le tour du monde de ses rêves avec un cerf-volant. Batut et Vence sont aujourd'hui reconnus chez les passionnés de photos et de cerfs-volants. En hommage à ces pionniers, Alban, passionné de cerfs-volants, et David, passionné de photos à l'ancienne, ont décidé de relever un défi. Réussir en 2025 une photo aérienne dans les conditions du 19e siècle. Alors, David, je t'ai ramené le type de cerf-volant qu'il y avait au moment où les premières photographies ont été faites. Alors, ils avaient ce type de cerf-volant-là à l'époque, c'était ce qu'ils connaissaient. Donc, le but, c'est d'en faire un grand. Donc, ils avaient à leur disposition du bois, du papier, de la corde. Il faut que ça vole, il faut que ça tienne, le vent, il faut que ça soit stable. Voilà. L'appareil doit être léger, donc je l'imagine en carton, un peu dur. Après, je suis pas certain qu'eux sont arrivés du premier coup. Ah mais je t'assure, enfin, on fait de la photographie, donc on le fera pas en 5 minutes. Eux, ils y sont arrivés, et nous, on va y arriver. Ah mais on va y arriver, il faut le faire. Allez. Il faut le faire. Pour reproduire l'appareil photo original, David a besoin d'un élément essentiel, une optique d'époque. Un objet rare qu'il vient chercher dans cette boutique parisienne. On va essayer de trouver une bague pour, Très bien, oui. pour le fixer, mais ça c'est sans garantie, parce qu'il n'y a rien de standardisé à Bien l'époque, sûr, mais bien j'ai sûr. un stock Peut-être, oui, peut-être. de bagues. Parce qu'on le trou sera un peu plus grand pour... oui, exactement. Ouais. Tenez juste l'optique sur le trou, on Voilà. va viser vers l'extérieur. Donc là, je suis presque au centre, je crois. Ouais, on avance, hop, hop, hop. Et on est net juste ici. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, on arrive à avoir du net. C'est déjà pas mal. Ouais. Il faudra quand même faire un appareil plus petit parce que l'objectif va couvrir, on va dire, une image de 9 par 12. 9 par 12, d'accord. Ouais, peut-être un peu plus grand, mais pour pas prendre de risque, on va dire 9 par 12. D'accord.
que je peux essayer de faire, c'est essayer de trouver un obturateur qui peut être une base de travail pour vous, pour vous aider à fabriquer le vôtre. Si vous aviez quelque chose, oui. Voilà, une caisse remplie d'obturateurs fin 19e. Moi j'adore. Vous savez que j'ai une caisse un petit peu moins fournie. Hein. C'est votre jour de chance. Ah oui. Hop. Je libère la petite tige en laiton. Ah oui. Voilà. Pardon. C'est exactement ça. Ah, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Avec le petit élastique. Ouais. De son côté, Alban a reproduit à l'identique le cerf-volant de Battu et l'essaye sur la plage de Berck. 2 bouts de bois et du papier, et c'est presque tout. Tout paraît assez simple, mais il va falloir y ajouter les 600 grammes de la chambre photographique bricolée par David dans son atelier, avec l'optique achetée à Paris. Au fil des jours, Alban et David prennent la mesure de l'exploit de Battu et de Vance. La suite de l'histoire de l'aérophotographie est moins lumineuse. Après la Première Guerre mondiale, l'invention de Battu paraît un peu lointaine et désuète. L'aérophotographie va devenir une affaire de passionnés, d'originaux, de poètes. Parmi eux, un Belge, Michel Duzarier, une référence dans ce petit monde. Ils sont pas normaux, les gens qui font ça. Dans les années 70, cet opticien découvre un peu par hasard les cerfs-volants, les appareils photo, les images aériennes. Le plaisir, c'est de découvrir ce que l'appareil a vu et que vous n'avez pas vu vous-même. La vision est quelque chose d'important pour moi. Et de pouvoir transposer son œil en haut et voir ce qu'il voit. C'est ça le jeu. J'ai assisté à une réunion à Paris, au bois de Vincennes, de gens qui faisaient ça, la photo par cerf-volant. Et tout de suite, j'ai été séduit par le système et je me suis dit, ça, je dois faire moi-même aussi. Il bricole son propre système, multiplie les expériences en s'inspirant de l'invention de Battu et de Vance. Il veut partager sa nouvelle passion. Les appareils photographiques ont évolué, ils sont plus petits, on a du film en bobine, on a des déclenchements que l'on peut faire avec des petites minuteries mécaniques, donc une facilité là qui existe, et donc qui est mise à profit par un certain nombre de personnes. Et donc c'est devenu plus intéressant. Mais à ce moment-là, je fais un système qui marche, je fais quelques photos, et puis tout de suite, j'ai envie de diffuser ça. On crée une association et on édite un magazine trimestriel qui décrit le système et les moyens de le faire à ce moment-là. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelques gens sur Terre qui faisaient ça aussi. On a été jusqu'à 300-400 personnes dans le monde entier qui étaient abonnés à notre revue. On a cherché à les regrouper pour échanger les techniques. Au milieu des années 80, l'association de Michel Duzarier a l'idée de créer un rassemblement annuel de passionnés d'aérophotographie. Elle choisit Berck, dans le Pas-de-Calais, la fameuse plage multiphotographiée par Émile Vance un siècle plus tôt.
Depuis, la rencontre internationale des cerfs-volants, qui a lieu chaque année au printemps, est devenue un rendez-vous populaire. Au milieu de la foule, on trouve encore quelques rares passionnés d'aérophotographie, comme Peter et José. On a l'impression d'être comme Arthur Batu ou un petit peu comme Emil Vance. Je connecte ça au moteur pour que ça tourne et je déclenche l'appareil photo. Arthur Batu était un négociant en foin. Moi, je suis ingénieur, donc il y a une petite différence. Mais on a en commun les cerfs-volants et l'aérophotographie par cerf-volant. Il a fabriqué lui-même son cerf-volant, moi aussi. Il a créé sa nacelle, j'ai créé ma nacelle. J'ai acheté mon appareil photo, lui, il a fabriqué lui-même. Ah, on a un petit problème, là. José, tu peux éloigner le cerf-volant ? Je pense que l'aérophotographie par cerf-volant existe depuis tellement d'années que ça va continuer encore très longtemps. Je ne pense pas que ça va s'arrêter. Peter vit à Amsterdam, aux Pays-Bas. L'aérophotographie par cerf-volant est sa passion depuis plusieurs dizaines d'années. Il aime bidouiller ses cerfs-volants et bricoler des systèmes avec des appareils photo, juste pour le plaisir. Il a vu les drones grand public arriver dans les années 2010 et inonder le marché de la photo aérienne, mais ça n'a rien changé pour lui. Seule concession à la modernité, le smartphone qu'il accroche désormais à ses cerfs-volants pour prendre les photos. Le cerf-volant a quelque chose de différent. Je vais à la plage, je fais voler mon cerf-volant et d'un coup, mes soucis, tout ce que j'ai en tête disparaît dans le ciel. Et je m'assieds, je regarde en l'air et je savoure. Je savoure le temps, le soleil et mon esprit s'ouvre. Si quelqu'un va dans un endroit où il y a du monde et fait voler un drone, on voit que les gens prennent peur. Les enfants regardent en l'air, ils ne sont pas rassurés, ils se cachent derrière leurs parents. Moi, si je vais quelque part et que je fais voler mon cerf-volant, tout le monde se met à sourire. Tout le monde adore. Et quand je leur dis que j'ai accroché mon téléphone pour prendre des photos, ils disent « Oh !» En fait, ce n'est pas seulement moi qui aime prendre des clichés vus du ciel depuis ces cerfs-volants. Les spectateurs et les gens en général aiment regarder cet oiseau artificiel qui vole dans le ciel. Et ils se souviennent de quand ils étaient petits et qu'ils faisaient eux-mêmes du cerf-volant avec leurs parents. Comme moi, je le faisais avec mon père. Le jour J approche pour Alban et David. Dernier point technique, dernier détail. Le défi ne semble pas impossible sur le papier. Ouais, bonjour Alban, tu vas bien? Ah, ça va et toi? Ouais, nickel. Bon, je voulais t'appeler parce que je voulais avoir quelques petites informations, quelques renseignements. Je voulais te montrer l'appareil. Ah, c'est impressionnant. Ah oui, on dirait vraiment le vrai, quoi. Ouais, bah merci. Tu vois, j'ai essayé de le reproduire au mieux, au plus fidèle, le plus fidèlement possible. Et puis celui-ci, j'espère, sera fonctionnel. J'ai besoin de toi. Maintenant, il va falloir accrocher cet appareil sur ton cerf-volant. Je pense que si tu regardes sur l'appareil d'origine, sur celui de Batu, il devrait y avoir des petits crochets, je pense, qui permettent de pouvoir l'accrocher au cerf-volant. Par contre, il faut que ce soit solidement pris dans la carcasse, parce qu'il peut y avoir des à-coups lors de la montée ou de la descente. D'accord. Je vais essayer de mettre deux barres de bois dans lesquelles je vais pouvoir certainement mettre des pitons. Oui, je pense que c'est le mieux. Donc Alban, on se voit ce week-end si tu veux bien. Tout ce qu'il faut espérer, c'est que la météo soit clémente.
pourvu qu'on ait le vent et le soleil avec nous. Allez, à samedi. Allez, samedi, Ciao. bye bye, au revoir. Aujourd'hui, les aérophotographes sont, comme à la fin du 19e siècle, des artisans, des bricoleurs passionnés. Ils sont peu nombreux, mais aiment se retrouver dans le vent autour d'un bout de terre à photographier. Attends, ça va peut-être tenir comme ça. Hein. Si ça tient comme ça tout le temps, c'est bon? Non. Ouais, bah, il va tomber, c'est sûr. En Normandie, Fabien Potel perpétue à sa façon la tradition et résiste au drone. 2, 1, top! L'aérophotographie par cerf-volant, c'est son métier. Il vend ses photos aériennes à des entreprises et des événements. Une façon de perpétuer l'invention de Battu et de Vence. Alors là, pour aujourd'hui, c'est pour essayer de prendre en photo un chantier pour faire le suivi de chantier. C'est vrai que beaucoup pensent tout de suite au drone. Moi, l'avantage, c'est qu'au niveau réglementation, je suis beaucoup plus libre. Et pour de la photo, je trouve ça idéal. On peut encore choisir réellement l'appareil photo qu'on peut accrocher sur le cerf-volant. Et au niveau qualité, pour le moment, on reste imbattable. Ah, il y a aussi le côté convivialité quand même qui est primordial aussi pour nous parce qu'il n'y a pas le côté intrusif aussi du drone. Son système est perfectionné, avec déclenchement électronique et retour image sur un écran. Mais il aime surtout le côté artisanal ou naturel du cerf-volant. Ça souffle, mais ça reste à peu près stable. Donc là, j'ai juste la grue qui sort de l'horizon. Il faut être patient parce que c'est le vent qui décide dans le sens où, par rapport à l'orientation qu'on souhaite, des fois, il y a le vent le cerf-volant qui se balade un peu par rapport au vent. Et pour avoir le cadrage réellement souhaité, il faut être patient. Pour Alban et David, c'est l'heure du défi. J'ai un peu peur avec le soleil, là, tu vois. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai pas eu le temps de faire des essais. Ah bah tu sais, c'est la première fois que le cerf-volant va voler. Ah oui, aussi. Aussi, donc... Donc c'est du craft que tu as. Oui, c'est du papier craft qui était utilisé à l'époque. Voilà. D'accord. Essayez vraiment, ça va être de la corde de chanvre, tout comme à l'époque. Combien pèse ton cerf-volant? Je crois qu'il est à 600 ou 700 grammes. D'accord. C'est le bois qui est le plus lourd dessus. Ça vient ici comme ça. T'as arraché? Ouais, c'est pas grave. Donc là, tu vois, maintenant, il faut mettre la mèche amadou. D'accord. On va dire... là, c'est 5 minutes. Ben, tu peux doubler, ouais. Ouais, juste là, au niveau de ton pouce, ça devrait aller. Voilà. D'accord. La mèche va brûler la ficelle et ça va pouvoir déclencher. Tout est en place. Réussir une photo en 2025 dans les conditions techniques de 1890, allez. Est-ce possible? C'est bon, t'es prêt? Ouais. Allez, 3, 2, 1, premier test. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les premiers essais sont compliqués et il manque un peu de vent. Mais comme Battu, David et Alban sont persévérants. On mettra du scotch derrière. Et oui, parce qu'encore une fois, Arthur Battu, on ne connaît que les résultats positifs. On ne connaît pas les essais, on ne connaît pas les loupés. C'est un test et on apprend. Hein. Hop, hop. Je vais rallumer la mèche. Ah, c'est bon. Oh. Génial! Incroyable!
Aujourd'hui, photographier avec un cerf-volant, c'est se passionner pour l'histoire des techniques, faire un pas de côté par rapport à l'ultra-technologie qu'on connaît, c'est poétiser l'expérience photographique. On est dans quelque chose qui n'est plus du tout de l'ordre de l'usage, mais qui est l'ordre du plaisir, de l'exploit technique et d'une vision beaucoup plus poétique de l'invention. Incroyable. Tu peux aller chercher l'appareil. Voilà. Hop. On est bon, on est bon, on est bon. On est bon? On est bon. Ça y est, on a la photo. Hop. Félicitations. Allez, bravo. 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 Plus de 130 ans après Arthur Batut et Emil Vance, les images aériennes continuent à fasciner et à changer notre regard. Parce que l'humanité aime observer les choses autrement, révéler ce qui est beau, voir le monde d'en haut.